Bon, je crois que je vais commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live, cette conférence live organisée par la gauche anticapitaliste. Un grand merci d'ailleurs de m'avoir invitée. Donc, l'intitulé, c'était un regard féministe sur la crise. Et donc, je me présente. Moi, je m'appelle Aurore Quéclin. Donc, je suis une militante féministe et anticapitaliste en France. J'ai publié récemment aux éditions Amsterdam un petit ouvrage, voilà, il est juste là, qui s'intitule La Révolution féministe. Et c'est un peu en cette qualité-là que je suis invitée ce soir. Je suis aussi doctorante en sociologie, je fais une thèse sur la gynécologie médicale. Et donc voilà, l'idée de ce soir, c'était de faire une petite conférence live sur un regard féministe sur la crise qu'on est en train de traverser. Donc l'idée sur le format, c'est que je vais commencer par une petite introduction qui devrait faire 20-25 minutes pour voilà, lancer en quelque sorte le débat. Et dans un deuxième temps, je prendrai vos questions sur ce que j'ai dit ou plus globalement sur le sujet. Vos remarques aussi, vos commentaires, peut-être vos apports, bien sûr, puisque voilà, je prétends pas faire le tour de la question en 20 minutes. C'est vraiment plus pour, voilà, pour lancer la réflexion, lancer le débat. Donc, je commence ma petite introduction et bon, il ne s'agit pas de faire un topo qui serait décontextualisé. Bien sûr, c'est en lien avec la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle de la crise du coronavirus. Et c'est bien sûr en lien au moment de la crise dans lequel on se trouve, qui n'est pas n'importe quel moment, puisque en France, puisque moi je vais surtout parler de la situation française, même si bien sûr c'est important d'avoir une dimension et une vision internationaliste, mais de fait c'est celle que je connais le mieux. En France, on est dans un certain contexte qui a été celui de l'annonce faite par Macron il y a plusieurs jours maintenant, d'un début de déconfinement pour le 11 mai. Et surtout, enfin pas surtout d'ailleurs, et aussi, et ce qui a provoqué quand même beaucoup de réactions, une annonce d'une réouverture des écoles pour le 11 mai. Et ça, ce contexte-là, ça pose de façon urgente la question de l'après-crise, ou pour être exact d'ailleurs, de l'entre-deux, parce que l'après, quel que soit cet après d'ailleurs, que ce soit un après qui soit un retour à l'avant, ou un après qui soit pire qu'avant, ou un après, on espère, qui soit l'antithèse de ce qu'il y a eu avant, mais dans le sens positif, quel que soit cet après, finalement, il ne surgira pas tout armé. Il va y avoir une période de transition. Et la question qui se pose à l'heure actuelle pour nous, forcément, c'est quelle sera cette transition et quelle est la meilleure transition possible. Et dans cette interrogation, je trouve que la perspective féministe, et une perspective féministe en particulier, nous apporte beaucoup de réponses, en tout cas une bonne analyse de la situation et un début de réponse. Et cet angle féministe-là, je vais essayer de le déployer ce soir à partir en fait de la théorie de la reproduction sociale, et je reviendrai là-dessus. C'est pas moi du tout qui ai inventé cette théorie, je m'y reconnais. Il y a eu beaucoup d'autrices qui ont écrit sur la question, pour ne citer que quelques-unes, Lise Vogel, Silvia Federici, Morgane Merteuil, bref, il y a énormément de féministes qui se revendiquent de cette théorie, et je pense qu'elle peut nous guider dans cette période. Donc en fait, ma petite introduction, elle sera en deux temps. Dans un premier temps, je reviendrai sur en quoi finalement la crise du coronavirus a un effet révélateur sur le fonctionnement de nos sociétés, qui sont tout à la fois capitalistes et patriarcales. Mais pour aller vite, je parlerai sûrement beaucoup du capitalisme, mais vous allez voir, et on va voir à quel point les deux sont liés. Et ensuite, à partir de cette analyse-là, on verra quelle autre voie on peut proposer pour la suite. Donc la crise du coronavirus révèle en fait ce qui d'ordinaire est masqué, invisibilisé, la nature même du capitalisme, du système social dans lequel on vit, mais aussi ses propres limites et ses propres contradictions. Quelles leçons on peut finalement tirer de cette crise? Pour moi, elles sont au moins au nombre de trois. Je reviendrai sur trois d'entre elles principales. Première leçon,
Le capitalisme prioritarise la production des profits sur la reproduction des travailleurs et des travailleuses. Je vais expliquer chacun de ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tendance spontanée du capitalisme est de favoriser sans cesse la production des richesses, la production des profits, sur les travailleurs et des travailleuses. Et ça, c'est pas une tendance qui est nouvelle, c'est une tendance qui existe depuis qu'il existe, depuis le 19e siècle, et même encore un peu avant, bon, mais au moins depuis le 19e siècle. Notamment Marx, dans son ouvrage bien connu Le Capital, il utilisait une image qui, à mon avis, est frappante et sert bien à caractériser ce à quoi on a affaire. Il comparait en fait le capitalisme à un vampire qui n'a de cesse de croître, de prospérer sur la mort même des travailleurs et des travailleuses, en les vidant de leur propre sang et en prospérant sur leur travail. Parce que le mouvement naturel du capitalisme, naturel avec plein de guillemets évidemment, c'est de consommer la force de travail au maximum, puisqu'idéalement, pour générer les profits, le travail ne devrait jamais s'arrêter et être en marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, indépendamment finalement des besoins de ceux qui effectuent ce travail, de celles qui effectuent ce travail. Et le corollaire à cela, c'est que l'ensemble du travail qui ne produit pas le profit, mais qui va permettre la reproduction des travailleurs et des travailleuses, cet autre travail, ce deuxième travail, lui, il va être dévalorisé et réduit au maximum par rapport au travail qui rend possible les profits. Ce travail, on peut le qualifier de travail reproductif. La théorie de la reproduction sociale le qualifie de travail reproductif. Et il ne rapporte pas directement de profit. Et à ce titre, aux yeux du capitalisme, c'est donc un travail qui est à la fois inutile, dévalorisé et invisibilisé même comme travail. Alors qu'est-ce que c'est que ce travail reproductif? C'est par exemple l'ensemble du travail domestique. Tout ce travail de production des repas, de soins de la maison, d'éducation des enfants, de repassage, de ménage. Mais c'est aussi le travail de soins dans la santé, le travail d'éducation à l'école. Et ça peut aussi être, et c'est de plus en plus, et il change presque de nature dans ce cadre-là, mais je ne rentrerai pas dans ces détails ce soir, l'ensemble des tâches, des travaux de service à la personne qui sont là sur le marché, le nettoyage, le soin de nos anciens et de nos anciennes, tout le travail à domicile, etc. Donc l'ensemble de ces travaux, l'ensemble de ces tâches ont en commun de permettre la production et la reproduction de la vie, la production et la reproduction des travailleurs et des travailleuses, et on les nomme, dans la théorie de la reproduction sociale, travail reproductif. Mais bien sûr, alors le terme peut être un peu confusionnant en français parce que quand on dit reproduction, on pense souvent à juste la reproduction biologique. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de reproduction sociale. Là, il s'agit bien sûr d'une reproduction qui est médiée par une société, qui a lieu dans le cadre d'une société qui ne se limite pas du tout à un aspect biologique. Et quelle est l'autre particularité de ce travail reproductif, outre ce que j'ai dit sur le fait que c'est le travail qui produit et reproduit les travailleurs et les travailleuses, qu'il est dévalorisé, invisibilisé, présenté comme inutile, réduit au maximum, c'est aussi un travail qui est extrêmement féminisé, à la fois historiquement et encore aujourd'hui. Il est effectué majoritairement, à la grande majorité, par des femmes, et par ailleurs, de plus en plus, c'est une de ses caractéristiques, il faut le souligner, par des femmes racisées. Il y a eu toute une partie de délégation de ce travail reproductif aux femmes racisées qui sont donc centrales dans l'effectuation de ce travail. Donc ça, c'est la première leçon en quelque sorte. On voit que le capitalisme, il prioritarise la production des profits sur la reproduction des travailleurs et des travailleuses. Deuxième leçon, mais le capitalisme, pour autant, il est face à une contradiction inhérente. Pourquoi ? Parce que la production des profits comprend une limite, c'est que les travailleurs et les travailleuses sont celles et ceux qui produisent les profits. Et donc, si on limite leur reproduction au maximum, le plus dramatiquement possible, si il et elle meurent, alors il n'y a plus de profit. Et en fait, une priorité de la production sans limite provoque nécessairement une crise de la reproduction. Et le capitalisme se retrouve forcé de répondre à cette crise de la reproduction à un certain stade, quand il n'y a plus de possibilité de profit, mais il va y répondre de façon capitaliste, donc bien sûr insuffisante, mais je vais revenir là-dessus.
Et pour cela, pour bien le comprendre, je pense que même si on est plongé dans la situation actuelle, il faut prendre un peu de recul sur notre situation et se rendre compte que même si elle est inédite à tous les niveaux, elle est aussi dans la prolongation d'un mouvement qui remonte depuis la naissance du capitalisme. Dès le 19e siècle, par exemple, Marx et Engels, entre autres, dénoncent les conditions de travail inhumaines qui ont lieu dans les usines, au point que, très concrètement, des travailleurs et des travailleuses travaillaient jusqu'à la mort, au point que, très concrètement, là aussi, les capitalistes ont dépensé, entre plein de guillemets évidemment, trop vite la vie des travailleurs et des travailleuses, empêchant à de nouvelles générations d'arriver en âge de travailler, au point qu'il y a eu une gigantesque crise de reproduction de la main-d'œuvre. Et d'ailleurs, des féministes analysent l'émergence de la famille nucléaire et de la figure de la femme au foyer, qui s'occupe prioritairement de la reproduction, comme une des réponses du capitalisme à cette crise de la reproduction. Et bien sûr, ça a aussi provoqué des luttes sociales importantes qui ont permis de mettre en place des rapports de force qui ont fait que les choses ont pu se stabiliser ou un peu s'inverser. Il y a aussi une réponse des travailleurs et des travailleuses. Il n'y a pas eu qu'une réponse du capitalisme. Donc on voit que dès le 19e siècle, il y avait cette situation, et aujourd'hui, on est dans le même bateau en quelque sorte. La logique du profit a poussé les capitalistes à ignorer les alertes en termes de dangers climatiques et sanitaires. C'est la logique capitaliste qui a poussé à continuer toujours plus loin la déforestation, à mettre en contact de plus en plus les animaux sauvages et les humains, favorisant le passage du virus d'une espèce à l'autre. Donc, une longue ignorance volontaire du capitalisme des dangers et la crise du coronavirus, mais la crise du coronavirus, longtemps ignorée par les capitalistes et longtemps minimisée, qu'on se souvienne quand même qu'on nous a menti pendant des mois sur les dangers de cette crise, elle finit par s'imposer à elle et eux par le nombre de morts et de mortes effarants qui va les obliger en fait en tout cas ponctuellement, à prioritariser la reproduction sur la production, avec notamment le confinement. Et brusquement, et ce qui est intéressant, c'est que s'opère un retournement à l'échelle de la société tout entière, peut-être pas aux yeux des capitalistes, mais en tout cas à nos yeux, avec un partage clair entre travail essentiel et travail inessentiel qui s'expose brusquement à la vue de tous et toutes. Et on découvre alors que ce travail reproductif, qui avait été méprisé, qui avait été limité au maximum, qui avait été invisibilisé, est en fait un travail absolument essentiel. Et parce que historiquement et socialement, ce travail est très largement pris en charge par les femmes, parce qu'elles sont assignées au travail reproductif, eh bien les femmes se retrouvent en première ligne à effectuer ce travail essentiel et aussi à lutter contre le coronavirus pour la préservation de la vie. Alors quand on dit ça, on pense évidemment immédiatement à l'hôpital et aux femmes qui travaillent à l'hôpital. Les professions de la santé sont extrêmement féminisées. Ce sont les femmes majoritairement qui assurent le ménage, le soin, la santé de toutes les personnes malades à l'hôpital. Et pour ce faire, elles risquent leur vie et elles risquent celle de leurs proches. Il y a un certain nombre de soignantes qui sont décédées. C'est le cas aussi, bien sûr, dans les services. Notamment dans l'approvisionnement en nourriture avec tout le travail des caissières. Et c'est le cas aussi à la maison puisque là encore socialement, ce sont les femmes qui prennent en charge majoritairement l'éducation des enfants, le soin du domicile qui est devenu un espace vital pour la survie de l'ensemble de la famille dans les conditions de confinement dans lesquelles on se retrouve, qui aussi s'occupe de trouver de la nourriture dans les cas les plus difficiles, d'assurer en fait concrètement la survie de l'ensemble de la famille dans des conditions qui peuvent être absolument dramatiques à l'heure actuelle. Donc ça, c'est notre deuxième leçon, cette contradiction inhérente au capitalisme. Et notre troisième leçon, c'est que cette contradiction dans laquelle est pris le capitalisme, il ne peut la résoudre seul. Car in fine, même si momentanément il peut faire primer la reproduction, il fera toujours primer la production des profits sur la survie et le bien-être des travailleurs et des travailleuses, et il faut en avoir conscience. D'une part parce qu'on l'a déjà vu pendant le confinement, énormément de secteurs inessentiels sont restés ouverts sans aucune raison, ils ne sont d'aucune nécessité, et ils mettent en fait le fait qu'ils restent ouverts met en danger la vie de
centaines de milliers de travailleurs. C'est le cas notamment par exemple dans la livraison. Amazon en France vient tout juste d'être forcé d'arrêter de livrer des produits non essentiels, et cela c'est suite à une décision de justice, sachant que le tribunal avait été saisi par les syndicats. Donc en fait c'est l'œuvre des syndicats qui ont mené la lutte pour faire en sorte que Amazon soit au moins en partie forcé de cesser de livrer en France. Et puis bon, ça va être le cas plus largement avec la crise économique qui s'annonce, puisque la crise du coronavirus est l'élément déclencheur d'une crise économique d'une ampleur qui va peut-être égaler celle de 1929, et qui en tout cas va être terrible. Cette crise économique, elle couvait, bien sûr, mais avec le coronavirus joue un peu le rôle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et face à cette crise économique d'ampleur, cette deuxième crise, les capitalistes vont réagir en essayant de faire repartir l'ensemble de la production le plus vite possible et en nous imposant des conditions de travail jamais égalées dans la période récente. Et c'est tout le sens qu'il faut donner au fait d'avoir donné une date aléatoire de sortie du confinement le 11 mai, un mois à l'avance, alors que bien sûr le déconfinement doit être prévu en fonction de l'avancée et le recul de l'épidémie. C'est aussi tout le sens de rouvrir les écoles et pas les facs. Bien sûr, le but c'est de garder les enfants pendant que les parents iront travailler, alors que les étudiants et les étudiantes, eux, peuvent se garder seuls, ils sont suffisamment grands. En bref, on l'a compris, il s'agit de relancer l'économie, quoi qu'il en coûte. Or, bien évidemment, que sans les mesures adaptées, c'est-à-dire sans un plan d'urgence en fait, avec des moyens pour les hôpitaux et pour la recherche, la distribution massive de masques, de gel, donc la socialisation d'entreprises pour qu'elles produisent massivement ces biens-là ainsi que des respirateurs, sans des testages massifs de la population, sans la quarantaine des personnes porteuses du virus, bref, sans toutes ces mesures-là, alors un tel déconfinement ne va provoquer qu'une chose, une deuxième vague d'épidémie, un deuxième pic, une deuxième surcharge des hôpitaux qui sont déjà extrêmement affaiblis par les conditions dans lesquelles ils exercent à l'heure actuelle, et donc concrètement une deuxième vague de morts et de mortes. Donc face à cela, une seule conclusion s'impose, cette contradiction, c'est à nous de la résoudre. Et j'en passe à ma deuxième partie qui sera beaucoup plus rapide, c'est presque plus une conclusion. C'est pour donner des pistes, pour pas en rester au simple constat. Donc on doit résoudre la contradiction. Et comment résoudre la contradiction? Eh bien, en inversant l'ordre des priorités pour l'après. On doit inverser l'ordre des priorités entre production et reproduction. Et cela, c'est très bien traduit dans un slogan qu'on entend beaucoup en ce moment, mais qui le dit de façon sensible et forte. Nos vies valent plus que leurs profits. Et c'est tout à fait cela. C'est l'inverse de la logique actuelle et il faut remettre le monde à l'endroit, remettre le système sur ses pieds. En fait, les vies valent plus que les profits. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est mes pistes. On a, à mon avis, 3 outils pour cela. On en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est mes pistes. Premier outil, revaloriser la reproduction. On voit à cette occasion-là que la reproduction est essentielle à la survie de nos sociétés. Donc c'est elle qui doit être au centre. Ce qui revient en fait à dire qu'il faut arrêter de produire en fonction du profit, mais qu'il faut produire en fonction de nos besoins réels. Cela, ça a pour corollaire de remettre au centre, bien entendu, les personnes qui effectuent ce travail reproductif, les femmes racisées, et de bien comprendre que toute lutte sociale ne pourra se faire sans une dimension intrinsèquement féministe et antiraciste. Et bien sûr, je dis ça, mais il faut bien sûr veiller à ce que pour autant, il n'y ait pas une surassignation des femmes au travail reproductif. Et d'ailleurs, c'est forcément un risque dans le contexte qui est le nôtre, notamment avec le confinement. Mais ce que nous montre cette crise, c'est combien ce travail vital, justement, doit être pris en charge collectivement et non pas par une catégorie de la population. Et enfin, un troisième corollaire de cette revalorisation de la reproduction, vous me direz que je sors peut-être de la perspective féministe, mais j'y tenais et ça me semble important, c'est que cela nous pousse également, plus globalement, à repenser comment on considère ce que vaut une vie, entre plein de guillemets. Et non, une vie n'a pas de valeur que tant qu'elle est productive. En fait, toute mort est un scandale si elle est subie. Cela doit être vraiment, on doit se mettre ça dans la tête.
Et la facilité avec laquelle on en est venu à considérer qu'une part de mort due au coronavirus était en fait inévitable, en fait cette facilité avec laquelle on a glissé vers ça est tout bonnement atroce. Et c'est pourquoi on ne peut pas revendiquer à notre compte la stratégie de l'immunité collective d'ailleurs. Cette stratégie qui dit qu'à partir du moment où 60% de la population serait infectée, le virus cesserait de pouvoir se reproduire et circuler et que c'est ainsi qu'on vaincrait l'épidémie. Bon, d'une part, on n'a pas de garantie scientifique à l'heure actuelle qu'une telle immunité de groupe soit possible avec le coronavirus, mais d'autre part et surtout, cette stratégie, elle implique un pourcentage de morts et de mortes inéluctable, au moins des dizaines de milliers, voire plus. Et en outre, et ça vient renforcer une tendance qui est celle qui est dominante à l'heure actuelle, c'est en fait naturaliser la mort, faire comme si c'était un indépassable, mais c'est tout l'inverse qu'il faut dire, toute mort subie est injustifiée, et il ne peut pas y avoir de sortie collective de la crise au prix de la mort des individus. Bon, et là-dessus, je crois qu'une personne, la personne qui a le mieux exprimé cette idée, c'est une féministe, justement. Vous la connaissez, c'est Simone de Beauvoir. Elle a écrit sur le féminisme, mais elle a aussi beaucoup réfléchi sur la vieillesse, la maladie et la mort. Et dans un de ses ouvrages autobiographiques, Une mort très douce, elle revient sur la mort de sa mère et elle livre des réflexions qui, à mon avis, sont intéressantes. Et je vais lire juste un tout petit passage. Donc je la cite. « Il a bien l'âge de mourir. Moi aussi, et même à propos de ma mère, j'ai utilisé ce cliché. Je ne comprenais pas qu'on pût pleurer avec sincérité un parent, un aïeul de plus de 70 ans. Si je rencontrais une femme de 50 ans, accablée parce qu'elle venait de perdre sa mère, je la tenais pour une névrosée. Nous sommes tous mortels. À 80 ans, on est bien assez vieux pour faire un mort. Mais non, on ne meurt pas d'être né, ni d'avoir vécu, ni de vieillesse. On meurt de quelque chose. Savoir ma mère vouée par son âge à une fin prochaine n'a pas atténué l'horrible surprise. Elle avait un sarcome, un cancer, une embolie, une congestion pulmonaire. C'est aussi brutal et imprévu que l'arrêt d'un moteur en plein ciel. Ma mère encourageait à l'optimisme. Lorsque percluse, moribonde, elle affirmait le prix infini de chaque instant. Mais aussi son vain acharnement déchirait le rideau rassurant de la banalité quotidienne. Et elle concluait: il n'y a pas de mort naturelle, rien de ce qui arrive à l'homme n'est jamais naturel, puisque sa présence met le monde en question. Tous les hommes sont mortels, mais pour chaque homme, sa mort est un accident, et même s'il la connaît et y consent, une violence indue. » Donc voilà, je trouve que ces mots de Simone de Beauvoir mettent vraiment en perspective une vision qui s'impose à l'heure actuelle déjà de deux catégories de personnes, des personnes qui valent davantage que d'autres, qui valent davantage d'être sauvées, et aussi il y a une forme de mort inéluctable. Et ça, je crois qu'on doit se battre contre ces formes de pensée-là. Donc, c'était ma première piste, la plus longue, revaloriser la reproduction. Et mes deux dernières pistes, et j'irai vite parce que j'arrive à la fin de mon temps de parole. Donc la deuxième, c'est imposer un rapport de force, évidemment. Et là-dessus, le confinement, paradoxalement, quand l'économie capitaliste veut redémarrer, peut servir de rapport de force paradoxal du côté des travailleurs et des travailleuses. Alors, il ne s'agit pas du tout d'idéaliser le confinement, surtout d'un point de vue féministe. On a vu une explosion des violences faites aux femmes et aux personnes LGBT à cause du confinement. C'est en grande partie une réassignation encore plus violente sur le foyer. Mais là, je parle vraiment du confinement dans le cadre de cette économie capitaliste qui veut redémarrer. Et à ce titre-là, le confinement peut avoir en partie, même si ça n'a rien à voir, les effets de la grève, même si bien sûr il a été imposé par les gouvernements et non pas décidé par les travailleurs et les travailleuses, même si bien sûr il n'y a pas de collectif de travail, il n'y a pas d'auto-organisation, bref, vous m'avez compris, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose, je dis juste que la comparaison peut nous faire réfléchir. Et en fait, l'idée, ce serait de dire qu'on doit transformer ce qui est à l'heure actuelle un confinement passif qui a été imposé par en haut en un refus du travail actif par en bas, jusqu'à ce que nous estimions que les conditions soient remplies, pour que nous reprenions le travail. Et donc, tout l'enjeu, en fait, c'est de ne pas rester enfermé chez nous, là, à l'heure actuelle, et d'être obligé de reprendre le travail dans des mauvaises conditions, mais d'essayer de recréer
du lien pour mettre en place le rapport de force, via les réseaux sociaux, ce soir c'est un exemple, via bien sûr les syndicats, à l'échelle locale, avec toutes les solidarités concrètes qui se mettent en place, et aussi en faisant le lien, et ça me semble très important, avec les soignants et les soignantes. Et là-dessus, on a beaucoup à apprendre aussi du modèle des expériences féministes, parce que, notamment dans les années 70, c'était quelque chose qui avait été mis en place, de créer des comités mixtes avec à la fois des professionnels de la santé et du soin et à la fois des soignés, notamment par exemple les groupes MLAC, qui est un acronyme, alors en France, c'est un acronyme pour Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et en fait, c'était des comités qui regroupaient en leur sein des soignants et des soignés pour exiger le droit à l'avortement. On pourrait imaginer par la suite de tels comités, mais cette fois-ci pour réclamer une autre santé et une autre façon de soigner d'ailleurs. Bon, et enfin, troisième piste, et je m'arrêterai là, on doit apporter une perspective révolutionnaire. Donc c'est un grand mot, mais pour quelque chose finalement de simple, parce que ce rapport de force, il ne doit pas s'arrêter là. Il doit nous servir aussi à créer plus largement la possibilité d'une alternative. Le capitalisme, on l'a vu, ne pourra jamais résoudre la contradiction qui le fonde entre production et reproduction seul et dans son cadre. C'est impossible, c'est une contradiction inhérente. On l'a vu, il ne peut pas la résoudre. Donc, on ne peut pas le réformer à la marge, ce système. Seule une autre organisation de la production et de la reproduction permettra de sortir de cette crise, qui n'est pas qu'une crise sanitaire et qu'une crise économique, même si c'est déjà beaucoup, qui est aussi une crise plus globale du capitalisme, qui n'arrive pas à sortir de ses propres contradictions. Et ça implique pour nous d'imaginer un système, comme je l'ai dit, on ferait primer la reproduction sur la production. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire un système où on déciderait collectivement de nos besoins et de ce qu'il est utile de produire et comment, par une réappropriation collective des moyens de production. Il y a des choses qui sont tentées dans ce sens-là, des expériences qui sont faites dès aujourd'hui en fait en France, notamment à Marseille par exemple, on en a beaucoup parlé. Il y a les employés d'un McDonald's qui ont repris la main sur la production, mais cette fois-ci pour donner de la nourriture à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et bien sûr, il ne s'agit pas juste de repenser la production, mais aussi, on a vu, c'était vraiment lié, de repenser la reproduction. Notre but, c'est pas de laisser la reproduction soigneusement bien rangée dans le cadre de la famille, prise en charge par les femmes. Bien sûr que non. Le but, c'est de sortir la reproduction du cadre privé et de ne plus assigner les femmes à ce travail. Et comment on fait ça ? En mettant en place des cantines collectives, des crèches collectives, une éducation des enfants collective. Bref, c'est des pistes, mais en fait, c'est juste pour dire qu'il est possible d'organiser production et reproduction autrement et que le capitalisme n'est pas un indépassable. Et je pense que c'est vraiment important de le dire. À un moment, on est à un niveau de crise internationale, mondiale, majeure, et où en fait, il ne faut pas baisser les bras, mais se dire que c'est le moment ou jamais de tout remettre en question. Voilà. Donc j'ai un peu dépassé sur les 20-25 minutes. J'espère que ça ira. Et du coup, je prends les questions. Voilà. Oui, ça a un peu bugué pour moi. J'espère que ça n'a pas trop bugué pour vous. Donc je vois que les gens m'ont dit bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Hop, hop, hop. Alors, quelqu'un dit « En plus, l'idée de l'immunité collective est inutile car apparemment les anticorps ne durent pas et on peut être vite recontaminé. » Oui, alors ça, c'est important de le redire. En fait, on n'a aucune preuve scientifique à l'heure actuelle que cette stratégie, elle puisse marcher. On en sait vraiment insuffisamment sur le virus en l'état. Donc, même d'un point de vue, on va dire, scientifique, c'est vraiment une mauvaise idée, cette stratégie-là. Alors, le rapport de force dans la rue va être compliqué. Quand vont-ils donner l'autorisation de manifester ? Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Alors oui, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, le rapport de force est compliqué. Et d'ailleurs, en fait,
je pense qu'il faut bien distinguer le confinement sanitaire et le confinement capitaliste. Il y a le confinement sanitaire pour des raisons de santé. Par ailleurs, d'autres mesures auraient pu être prises et le confinement, c'était pas la meilleure des mesures d'un point de vue sanitaire à prendre. On y a été contraint parce que, enfin, les dirigeants y ont été contraints parce qu'ils n'ont pas fait d'autres politiques qui auraient pu être alternatives, comme une politique de dépistage massive, comme une politique de production des masques et du gel, qui rendent vraiment, qui permettent de faire barrière, une politique de vraiment essayer de voilà, de mettre en quarantaine les personnes qui sont contaminées. Bon bref, tout ça, ça n'a pas été mis en place. Du coup, ils se sont mis à mettre en place le confinement et ils se sont dit, ah bah c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. En France, franchement, c'est flagrant parce qu'on sortait tout juste d'un immense mouvement social et c'est l'occasion aussi de mettre en place un confinement totalement liberticide. On nous empêche de manifester, de nous réunir, etc., même en respectant les mesures de sécurité. Parce qu'évidemment, il faut être aussi responsable et faire attention à ne pas contaminer nos camarades. Mais donc, effectivement, le rapport de force, il est compliqué à ce niveau-là, mais je pense que le fait de refuser la reprise du travail, ça joue quand même comme moyen de pression. Et en fait, ce qu'il faut exiger, c'est un déconfinement immédiat aussi de nos libertés politiques, c'est-à-dire un retour à nos libertés politiques immédiats. Et par ailleurs, même si on voit que à l'heure actuelle, on ne peut plus manifester et notre liberté de réunion est sérieusement entravée, il y a quand même énormément d'expériences de résistance qui ont lieu à l'heure actuelle. Alors ça se tourne énormément vers les solidarités concrètes, mais ce qui est vital en fait dans la période et ce qui est très bien. Je parlais du McDonald's de Marseille, mais en fait il y a plein d'autres initiatives. Les associations, par exemple, moi j'habite à Saint-Ouen, dans le 93, donc un quartier plutôt populaire, et en Seine-Saint-Denis, en fait, il y a énormément d'associations qui interviennent pour donner de la nourriture, pour aider les populations. Il y a énormément aussi d'entraide locale. Enfin bref, en fait, la politique, elle continue, mais elle continue sous d'autres formes. Donc il ne faut pas, à mon avis, avoir une vision trop pessimiste de la situation, parce qu'on a quand même beaucoup de leviers, on a quand même beaucoup d'exemples, d'expériences qui se mettent en place pour continuer à faire de la politique. Alors certes, dans des conditions qui sont très spéciales, qui ne sont pas du tout les conditions de l'avant-crise du coronavirus, mais qui continuent malgré tout. À mon avis, c'est là-dedans que c'est ça qu'on doit viser. On doit s'investir encore davantage dans ce genre d'expérience aussi. Alors, une question. Peux-tu préciser davantage comment la reproduction doit concrètement reprendre le dessus sur la production? Alors, la reproduction, dans cette introduction, je l'ai vraiment comprise dans un sens très très large. Et en gros, ce que j'essayais de dire surtout, c'est que c'est la reproduction de nos besoins qui doivent prendre le dessus sur la production des profits. Donc c'est un peu pour préciser, c'est pas la reproduction en soi sur la production en soi. Et ça, comment est-ce que concrètement ça peut prendre le dessus? Bah alors il y a différents niveaux. Il y a un niveau, on va dire, qui serait le niveau immédiat de la situation d'urgence dans laquelle on est à l'heure actuelle. Ben, c'est déjà, à mon avis, revaloriser toutes celles qui effectuent ce travail reproductif en mettant en avant justement le fait que ces femmes dont on a invisibilisé le travail, dont on a méprisé le travail, ces femmes de ménage, ces aides-soignantes, ces caissières, en fait, elles sont le centre de la société. Et déjà, rien que dire ça, c'est quelque chose d'important, je pense, parce que ça change l'image sociale. Ça veut dire aussi qu'il faut leur apporter une aide financière immédiate, à mon avis. Mais ça, c'est des mesures, on va dire, d'urgence qui permettent de revaloriser la reproduction dans l'immédiat. Et puis, au-delà de la question, hein, là, plus des catégories,
c'est bien sûr avoir un financement d'urgence apporté à la santé et à la survie en fait des ménages en difficulté. Par exemple, en France, il y a eu 2 lois finances qui ont été votées ces derniers jours. Et en fait, la disproportion entre l'argent qui est apporté aux entreprises pour sauver la production justement et l'argent qui est apporté à la santé et aux aides sociales, elle est juste faramineuse. Alors, c'est dans ma tête, mais je voulais vérifier. Oui, donc j'avais bon. C'est quand même 100 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises contre 10 milliards d'euros pour la santé et les aides sociales. Donc on voit bien là qu'il y a une hiérarchie qui est vraiment claire, rien que dans l'aide qui est apportée par l'État. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit exiger des mesures d'urgence où les 100 milliards, en fait, ils doivent aller dans la santé et dans les aides sociales. Bon, mais ça, c'est le moment, on va dire, à l'instant T de l'urgence. Mais moi, ce que j'essayais de mettre en avant aussi dans mon introduction, c'est qu'on doit penser aussi une autre forme de société où il y aurait une inversion en fait de cette hiérarchie-là et où en fait si on reprenait la production en main, si les travailleurs et les travailleuses reprenaient le pouvoir sur leurs outils productifs, eh bien ils réorienteraient ce que j'appelle d'ailleurs la production, mais vers non pas la production des profits, mais la satisfaction des besoins. Bon, évidemment, la satisfaction des besoins, c'est pas juste la satisfaction des besoins immédiats et de la survie pure. C'est toujours aussi des besoins sociaux et donc ce serait toujours un peu davantage. C'est le pain et les roses. On veut les roses aussi, on veut pas juste survivre. Ça, c'est évident. Mais je pense que l'étape clé, en fait, c'est vraiment de se dire, à un moment, si on veut changer l'ordre des priorités, il faut qu'on reprenne le pouvoir aussi sur la production et, chose qui est importante, que je disais aussi un peu en conclusion, sur la reproduction. Ça veut dire concrètement qu'il faut sortir la reproduction de la famille, il faut d'ailleurs démanteler en partie la famille et que toutes ces tâches que à l'heure actuelle, avec le confinement, en plus, on subit très fortement l'éducation des enfants, la charge des enfants, la production de la nourriture ou trouver de la nourriture tout simplement. Euh, euh, tout ce qui est entretenir, laver son linge, etc., que tout ça se soit collectivisé, pris en charge collectivement, ce qui en plus permettrait de faire énormément voilà, de gains en termes de dépenses énergétiques, parce qu'en collectivisant, on gaspille beaucoup moins aussi. Et ça diminue l'aspect, on va dire, contraignant de toutes les tâches domestiques, parce qu'en fait, ça prendrait beaucoup moins de temps, on y passerait beaucoup moins de temps si on les collectivisait. Si vous aviez à faire à manger une fois par semaine pour 60 personnes, ce serait moins contraignant que faire à manger tous les jours pour 2 personnes chez vous, par exemple. Tac, tac, tac. Oui, alors, on me fait une remarque que si les métiers de la santé sont très largement féminisés, plus on grimpe dans la hiérarchie des hôpitaux et les postes prestigieux, moins il y a de femmes. Et ça, c'est une remarque qui est tout à fait juste. Effectivement, les médecins déjà sont plus des hommes, et plus on monte dans la hiérarchie entre les médecins, moins il y a de femmes. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, une amie qui est en lien avec une infirmière me racontait que cette infirmière lui avait expliqué que dans son hôpital, en fait, c'était les femmes de toute catégorie qui avaient réorganisé toute une partie du service pour gérer les patients atteints du Covid parce que la plupart des médecins, en tout cas les hommes, ne faisaient rien. Donc c'était les femmes, à la fois femmes de ménage, aides-soignantes, infirmières, qui s'étaient occupées sur leur temps libre de réorganiser le service. Donc effectivement, j'ai été un peu rapide en disant que les métiers de la santé étaient féminisés. Euh, ils le sont globalement, mais effectivement, il y a des différences de genre et il y a une forme de plafond de verre qui est très, très claire dans ces métiers-là.
Alors, on me dit, tu l'as évoqué, mais peux-tu peut-être faire le lien entre écologie et reproduction sociale? Alors ça, c'est un thème sur lequel j'aimerais plus travailler, mais sur lequel j'ai toujours pas eu le temps de plus travailler, mais c'est une intuition. Disons que de la même façon, on va dire que la crise sanitaire, là, à l'heure actuelle, révèle en fait le fonctionnement à l'envers du capitalisme. De la même façon, la crise écologique le révèle de façon peut-être même encore plus forte. Et je suis tout à fait d'accord avec les analyses qui disent que presque la crise du coronavirus, c'est comme une répétition générale, mais atroce, de une crise écologique catastrophique qui nous attend et qui là va mettre en danger bien plus fortement encore la reproduction que la crise sanitaire ne le fait à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut prendre au maximum au sérieux la crise sanitaire. Moi, je ne pense pas à la crise sanitaire indépendamment de la crise écologique. En fait, les deux résonnent pour moi de la même façon. La crise sanitaire, on va dire, elle est à l'instant T, mais en fait, elle ne fait que préfigurer une crise écologique d'une beaucoup plus grande ampleur et dans laquelle on pourrait voir en fait des mesures mises en place encore pires que celles qu'on voit à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, la façon dont voilà, on en vient à hiérarchiser les vies à l'heure actuelle, on pourrait très bien imaginer une hiérarchisation des vies je sais pas si on peut dire encore plus, mais encore plus généralisée, on va dire, en cas de crise écologique. Donc, le fait aussi de renverser la priorité en disant on va faire passer d'abord les besoins sur les profits et on va avoir une attention avant tout à la reproduction des travailleurs et des travailleuses et pas à la production des profits, c'est aussi une réponse à la crise écologique. Parce que forcément, si on produisait en fonction de nos besoins, qui sont à la fois nos besoins biologiques réels et à la fois des besoins sociaux, mais qui seraient modérés en fonction de nos véritables besoins, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas besoin, concrètement. Aussi, si on réorganisait la reproduction, comme je disais, si au lieu d'avoir chacun chez nous tous les appareils ménagers, ben, on mutualisait ces appareils ménagers, enfin bref, on peut imaginer que le coût énergétique il diminuerait drastiquement et qu'en fait ce serait une réponse à la crise écologique aussi. Alors, comment éviter que la bataille pour le prendre soin, au-delà du confinement, reste limitée au secteur du soin? Ça, c'est une question que je trouve vraiment intéressante parce que ça me travaille beaucoup. Comme je travaille pour ma thèse aussi sur la question de la gynécologie et des liens ou des ruptures entre mouvement féministe et gynécologie, c'est quelque chose qui me préoccupe et je suis d'accord que notamment en France, ces dernières années, il y a eu énormément de mouvements des hospitaliers et des hospitalières qui étaient relativement isolés, même si relativement, mais bon. Et il ne faudrait pas qu'on en retourne à cette situation-là une fois le danger immédiat écarté. Et ça, c'est ce que je disais un peu en conclusion, mais du coup, peut-être pour développer davantage, moi, je pense qu'il est très important à l'heure actuelle de remettre en place des comités mixtes soignants-soignés. Mais au-delà, quand je dis soignants-soignés, c'est au-delà des soignés dans l'immédiat, c'est-à-dire des gens qui sont extérieurs au monde hospitalier, pour remettre au centre la santé et pour essayer de mener des batailles ensemble. Et ça permet quand même de justement décloisonner, à mon sens, décloisonner le secteur hospitalier en étant dans le cadre de ces comités en lien avec d'autres travailleurs et travailleuses. Alors évidemment, ce serait forcément dans un premier temps en tout cas des comités locaux, mais vraiment sur l'exemple de ce qui se faisait dans les années 70 pour la bataille pour la légalisation de l'avortement. Il y avait en fait des comités, par exemple, limite dans chaque arrondissement de Paris. Et ça a été quand même une arme très très efficace dans le cadre de cette lutte-là, et je pense qu'on ferait bien de s'en inspirer. Et au-delà de ça,
À l'heure actuelle, du coup, par le biais du jeu d'annonce du gouvernement français de l'ouverture des écoles le 11 mai en France, en fait, ceux qui vont là se retrouver un peu à l'avant-garde de la lutte contre le gouvernement, ça va être tout le secteur de l'éducation. Et à mon avis, d'ores et déjà, il faut aussi œuvrer à une convergence des luttes entre les travailleurs et les travailleuses de l'éducation et les travailleurs et les travailleuses du soin, en essayant voilà, de sortir de l'isolement. Alors évidemment, à l'heure actuelle, avec le confinement, c'est des questions qui sont redoutables, mais en tout cas, je pense que c'est une piste pour l'immédiat. Enfin, c'est deux choses, c'est une piste, et je pense aussi que malgré tout, le retour à la normale, entre guillemets, va prendre énormément de temps, voire même il n'y aura pas de retour en tant que tel à la normale. Et je pense que ça va quand même nuancer le fait d'oublier du jour au lendemain toutes ces personnes en fait qui se sont battues pour nous. Alors, bonsoir. La collectivisation généralisée dont tu parles, dont notamment celui du travail reproductif, se fera sur un débat permanent des citoyens et des citoyennes où une gouvernance devra en décider. Bah oui, c'est la première alternative. Alors, je sais pas si moi, je parle pas forcément de citoyens et de citoyennes, mais l'idée est la même. C'est effectivement, c'est à ceux et celles qui produisent de décider qu'est-ce qu'elles produisent et comment elles produisent. En fait, c'est une politisation de l'économie, c'est cesser de créer deux champs distincts alors qu'en fait ils sont totalement liés. Et ça, c'est le principe de l'auto-organisation. Donc effectivement, ce serait aux personnes qui travaillent et qui consomment de décider. Alors bien sûr, il y aurait des questions de gestion des différentes échelles. Il faudrait voir à partir de mandats comment est-ce qu'on coordonne ces différentes échelles. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas d'imposer par en haut, mais bien que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui décident. Oui, d'ailleurs, je vois que Fanny avait répondu comme moi. Ah non, pas de gouvernance verticale, on est d'accord. Bon, que penser du tracing que le gouvernement veut mettre en place en Belgique? Oui, bah évidemment, ça c'est terrible. Et d'ailleurs, tous les principes de pistage des individus, moi je pense que face à ça, le slogan tout trouvé, c'est il faut dépister et pas pister. Et bien sûr, le dépistage, ça doit être sur la base de la volonté individuelle, quoi. On doit faire confiance aux individus, on ne doit pas les forcer. D'ailleurs, dans toutes les politiques nationales de prévention qui marchent, c'est des politiques qui se basent sur la volonté des personnes et qui imposent pas en fait un dépistage autoritaire. Ça a été le cas notamment pour la prévention du sida et ça doit être la même chose à l'heure actuelle. On doit pousser les gens à déclarer s'ils ont le coronavirus ou pas, à se dépister, à se faire dépister, mais ça ne doit pas être imposé autoritairement. Et bien sûr, le tracing comme le pistage, c'est deux choses hautement problématiques. Alors, je vérifie l'heure. Il y a pas mal de questions, mais c'est très intéressant. J'espère que je réponds à la hauteur de ces questions qui sont vraiment intéressantes. Alors, comment créer une solidarité de fait entre les différents secteurs du travail reproductif et associer syndicats et associations féministes dans la synergie pour faire valoir au mieux les droits des travailleuses dans cette période, à la fois pleine d'opportunités pour l'émancipation et pleine de menaces? Je ne sais pas en France, mais en Belgique, les secteurs sont assez cloisonnés. Oui, ben ça c'est sûr. Et c'est pareil en France, effectivement. Donc c'est compliqué, mais c'est un travail qui, je pense, a commencé un peu à se faire quand même ces dernières années et à évoluer, notamment dans le cadre de ce qui a été analysé par pas mal de féministes comme une nouvelle vague du féminisme. Donc depuis 2010, on voit qu'il y a une reprise des luttes féministes à l'échelle internationale et que ces luttes féministes, en fait, elles placent vraiment au centre la question du travail et donc le lien en fait entre féminisme et lutte sociale plus largement. Donc l'initiative, elle est là du côté des féministes, ça c'est sûr. Après, pour les syndicats, parfois ça peut être plus compliqué, mais il y a aussi tout un travail
des féministes syndicalistes qui est fait, là aussi, en France en tout cas, depuis des dizaines d'années, et en fait qui commence quand même à porter ses fruits. Donc je pense que avant le confinement, il y avait quand même un, vraiment quelque chose comme une convergence des luttes qui était en train de se dessiner, en tout cas en France, notamment dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Comme il y avait tout un début en fait de mise en place de collectifs pour la grève du 8 mars, comme le 25 novembre avait été un succès aussi, il y a beaucoup de féministes qui se sont impliquées dans la grève contre la réforme des retraites et qui ont tissé les liens. Bon, là, dans la situation actuelle, malgré tout, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Et notamment, j'en profite pour dire deux choses. Que j'ai vu qu'il y avait un manifeste féministe transfrontière pour sortir ensemble de la pandémie et changer le système qui avait été produit. On retrouve notamment beaucoup de collectifs internationaux qui font partie de la nouvelle vague du féminisme. Il y a notamment le collectif belge Collectif 8 mars qui l'a signé. Il y a aussi le collectif Nionamenos, donc il y a une tentative voilà, d'organisation à l'échelle internationale, enfin de réponse collective féministe à la situation. Donc c'est pour le moment un manifeste, mais je pense que ce sera suivi peut-être de rencontres dématérialisées. Et en France, il y a un appel à une rencontre nationale féministe le 25 avril. Donc ça, c'est des initiatives, à mon avis, qui sont positives et qui sont des points d'appui aussi pour recréer et consolider le lien avec les syndicats. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de prendre à bras le corps dans le mouvement féministe les questions du travail, pas les mettre au centre, quoi. Et dans les syndicats, reposer la question féministe. Et à mon avis, déjà, si ça, c'est central, après, la convergence, elle se fait beaucoup plus facilement. Alors, je regarde pour essayer de voir des points que j'aurais pas trop abordés. Alors, ça, je l'ai dit. Tic, tic. Désolée, je mets du temps. Alors, ok, dernière question. Et après, je pense qu'on va arrêter parce que ça fait quand même 53 minutes qu'on est là. On me dit, en contexte de répression policière, au point où revendiquer à sa fenêtre un écrit contraire à la volonté de l'État peut être sanctionné, que nous reste-t-il pour éviter que le pouvoir politique futur ne soit confisqué au profit de l'élite qui en jouit déjà? Ne devrait-on pas refuser massivement le retour au travail jusqu'au moment où le pouvoir change son idéologie et le partage? Alors, moi là-dedans, je partage le fait de refuser massivement le retour au travail comme un élément dans le rapport de force. Le rapport de force pour mettre en place des mesures d'urgence et qu'on puisse en fait éventuellement retourner au travail dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans mettre sa vie en jeu, ce qui est quand même un minimum. Donc en fait, utiliser l'état de fait que beaucoup de salariés, même si pas tous les salariés ne travaillent pas à l'heure actuelle, comme un levier en fait. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Mais là où je suis moins d'accord, c'est jusqu'au moment où le pouvoir change son idéologie et le partage. Moi, je pense pas que le pouvoir, il changera de lui-même son idéologie. On peut dire malheureusement, peu importe en fait, ça se fera pas spontanément parce que, comme j'ai essayé de le montrer, le problème du pouvoir, c'est pas tellement qu'il serait méchant dans un sens moral, mais qui résonne selon un mode de fonctionnement capitaliste. Et dans le mode de fonctionnement capitaliste, bah, il n'a pas trop le choix en fait que d'agir de la façon dont il agit effectivement. Parce qu'il joue selon les règles du jeu capitaliste, il est obligé de jouer selon ces règles. Et en fait, il est bloqué. Et à l'heure actuelle, contradiction, elle a atteint son niveau le plus fort, quoi.
Et donc, tout seul, même avec notre pression, il ne va pas changer les choses. Non, ce qu'il faut en fait, c'est sortir du capitalisme, sortir, changer les règles du jeu. Parce que tant qu'on joue selon ces règles, on pourra pas sortir de cet état de fait. Et comment on change les règles du jeu? Ben, c'est ce que je disais, en reprenant le pouvoir sur la production et la reproduction et en les organisant différemment de comment ils sont organisés à l'heure actuelle. Et donc, je pense qu'on a quand même un rapport de force un peu entre nos mains et qu'il faut essayer de le faire jouer au maximum à l'heure actuelle. Voilà, donc je pense que je vais arrêter pour ce soir. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté, pour vos questions, vos réflexions qui étaient très intéressantes. Et bien sûr, je remercie la gauche anticapitaliste de m'avoir invitée. Voilà, et bien à très bientôt, j'espère. Et puis bon courage à tous et à toutes. Et on se retrouvera dans les luttes. Voilà, bonne soirée.